manchettes. La 4e édition de la course pour l'enfance et la jeunesse aura lieu le 12 mai et Saguenay accueille une marionnette comme citoyen d'honneur. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à ce web journal du mardi 20 mars 2018. Les parents impliqués dans l'accident de train à Lac-Bouchette hier après-midi reposent toujours dans un état critique à l'hôpital de Roberval. Le bébé âgé de 2 ans est hors de danger. La collision impliquait un véhicule et un train de Via Rail. Les 7 passagers ferroviaires, quant à eux, n'ont pas été blessés. Le gouvernement du Québec octroie 174 millions de dollars au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des investissements dans son réseau routier au cours des 2 prochaines années. Il s'agit d'une baisse par rapport au programme de financement des années antérieures du ministère des Transports. La diminution des investissements s'expliquerait par l'absence de projets majeurs, selon la ministre déléguée Véronique Tremblay. Le montant permettra de réaliser 167 chantiers routiers d'ici à 2020, soit la création et le maintien de 1080 emplois. La 4e édition de la course pour l'enfance et la jeunesse se tiendra le samedi 12 mai sur un parcours extérieur près du centre Saint-Georges dans l'arrondissement de Chicoutimi. Les jeunes du centre d'accueil de la région participeront à une activité sportive à tous les jeudis en compagnie de 21 ambassadeurs d'ici à la course. L'événement a pour but d'amasser des fonds pour aider le jeune dans sa transition vers sa vie d'adulte. Mon collègue Vincent Lanois était présent à la conférence de presse. Pour la 4e édition de la course pour l'enfance et la jeunesse, 21 ambassadeurs sont partenaires avec l'événement. Il s'agit de personnalités du monde des affaires ou des médias qui ont pour mission d'avoir une influence positive sur les jeunes de centres d'accueil. Pour ce faire, la Fondation a ajouté une nouveauté cette année alors qu'à chaque jeudi d'ici le 12 mai, des jeunes et des ambassadeurs pratiqueront un sport ensemble. Pour une 3e année consécutive, l'homme d'affaires Éric Larouche agit à titre de président d'honneur. Ce dernier souhaite pouvoir montrer l'exemple à suivre à la prochaine génération. Souvent, moi, tous les jours, quand je me lève, j'essaie d'être une meilleure personne. Ici, on transmet ça aux jeunes, des gars, tous les jours, sans avoir des gros objectifs, essaye donc de voir comment tu peux, au quotidien, changer les choses pour que ce soit meilleur pour toi. Ça va être déjà une bonne étape de rempli. Puis après ça, le reste va y appartenir. Le jeune père de famille a même profité de la conférence de presse pour faire passer un message. Le système permet des choses, des aberrations qui font qu'il y a des couples ou des parents qui ont des enfants pour le chèque, puis qui se font... C'est fou, là. Puis que les enfants sont maltraités pendant toute leur vie. Il faut que ça change. Là. Les fonds amassés appuieront notamment de 35 à 40 jeunes de centres qui, chaque année, font la transition vers leur vie d'adulte. La directrice générale de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse, Karine Brassard, se dit heureuse de voir les ambassadeurs s'impliquer. Souvent, de ces jeunes-là, ce qu'on entend, c'est des mauvais coups, des jeunes en fugue, des jeunes... Mais il y a des jeunes là, qui sont... C'est des jeunes extraordinaires. Là, juste suffire de passer une soirée avec eux pour voir des liens se développer avec les ambassadeurs, ça a été vraiment extraordinaire. Là. Lors de la dernière édition, près de 17 000 avaient été amassés et 250 jeunes avaient participé à la course. Cette année, la Fondation s'est donné un objectif de faire 20 000 $. C'était Vincent Lanois, ATM Nouvelles, Saguenay. Des coups de feu ont été tirés dans une école secondaire du Maryland ce matin, tout juste avant le début des cours. 2 victimes ont été transportées à l'hôpital. L'une d'elles se retrouve dans un état critique. Le tireur, un élève âgé de 17 ans, a, quant à lui, été abattu. Une manifestation est prévue samedi à Washington pour dénoncer les ventes d'armes et espérer un meilleur contrôle. Les magasins import-dépôt de Saguenay et de Saint-Bruno acceptent depuis hier le paiement en bitcoin. Il s'agit du premier commerce de détail en région à accepter la crypto-monnaie. Les gens peuvent se procurer avec de l'argent virtuel, des outils, des meubles et divers objets pour la maison. Étant la monnaie virtuelle la plus populaire, seul le bitcoin est accepté au magasin parmi l'inventaire de crypto-monnaies sur le marché. Le copropriétaire Daniel Fortin envisage de rendre ce mode de paiement accessible sur le site Internet d'Import-Dépôt dans les prochaines semaines. Saguenay aura un citoyen insolite. Une marionnette de taille humaine a été accueillie ce matin à l'hôtel de ville pour y signer le livre d'or. Il s'agit d'une idée du théâtre de la Tortue Noire dans le cadre de la Journée internationale de la marionnette qui aura lieu demain. Gabrielle Paul, quel était le but de cet exercice? Bien, Gabrielle, le théâtre de la Tortue Noire avec le Festival international des arts de la marionnette veulent d'abord démocratiser et rendre accessible ce genre de performance. Le nom qui a été choisi pour la marionnette est d'ailleurs représentatif de cette mission.
en appelant la marionnette « l'autre ». Les concepteurs veulent que la population de Saguenay voit ce nouvel arrivant avec amitié et sans crainte. À ce sujet, je vous invite à entendre le directeur artistique du Théâtre de la Tortue Noire, Danny Lefrançois. Parce qu'il symbolise justement l'autre personne, l'autre qui est différent de nous, celui qui vient d'ailleurs, celui qui a sa propre histoire qu'on ne connaît pas, mais qu'on accepte d'accueillir dans notre vie, qu'on accepte d'accueillir dans notre ville et qui peut partager l'espace public avec nous et qu'on ne le voit pas nécessairement comme une menace. Le protocole de signature qui a eu lieu ce matin est d'ailleurs représentatif d'une belle ouverture de la ville de Saguenay, toujours selon Danny Lefrançois. Écoutons-le. Le protocole symbolique de ce matin, c'est un message très clair de la part de la Ville de Saguenay pour son appui et sa reconnaissance de tout le dynamisme du domaine culturel et artistique régional. Et quand la population pourra-t-elle rencontrer l'autre? Bien, d'ici à vendredi, la marionnette va défiler dans les arrondissements de Jonquière et de Chicoutimi. On pourra la voir déguster un café au Café Cambio ou encore s'adonner quelque peu à la lecture dans certaines bibliothèques. Et ça sera vraiment un défi pour les 4 marionnettistes qui la font s'activer puisqu'ils devront s'adapter et improviser selon les situations et au gré des rencontres avec la population. D'ailleurs, la population est invitée à partager leur expérience et leur rencontre avec l'autre sur les réseaux sociaux grâce au mot-clic « L'autre dans la cité ». Merci beaucoup, Gabrielle. Ça m'a fait plaisir. La nouvelle caserne de pompiers de Ladorée a été inaugurée hier soir. Le premier ministre Philippe Couillard et plusieurs élus du Lac-Saint-Jean étaient présents à l'événement. M. Couillard a profité de l'occasion pour confirmer les 940 000 $ de financement du gouvernement provincial pour les nouvelles installations qui totalisent un investissement de 1,4 million de dollars. Les quelques 1500 citoyens ont comblé le reste des dépenses, un effort souligné par le premier ministre. La nouvelle caserne se veut être plus sécuritaire et plus efficace. Tous les véhicules des pompiers se retrouvent désormais sous le même toit. Les étudiants au diplôme d'études supérieures en éco-conseil de l'UQAC ont lancé ce matin la programmation de leur événement annuel qui se déroulera du 26 au 28 mars. C'est sous le thème de « Repenser les frontières, enjeux, idéaux et réalités ». Le colloque a pour objectif de sensibiliser la population aux réalités qui y sont liées. Michaël Lambert, qu'est-ce que cette édition apporte de nouveau? Eh bien, Gabriel, cette année, le colloque accueillera 4 panélistes principaux, dont la chercheure Mathilde Bergeron, affiliée à la chaire de recherche en études diplomatiques Raoul Dandurand de l'UQAM. Il y aura également les professeurs de l'UQAC, Georges Frodini, Frédéric Guillaume Dufour et Marie Fall. De plus, il y aura une allocution du professeur bien connu dans le milieu communautaire saguenéen, Kadiatoula Fall. Donc, ces conférences-là seront présentées dans 4 lieux distincts de l'UQAC, mais il y aura également une soirée à la microbrasserie La Tour à bière de Chicoutimi. Mais la plus grande surprise de cette annonce-là, ça demeure toutefois le thème qui a été choisi, donc le thème de la frontière. Là-dessus, on écoute l'étudiante Anissa Duval. L'ère de la globalisation puis de la mondialisation, surtout de la technologie, de l'information, on ne peut plus dire qu'on n'est pas capable justement de régler les différences. Il ne faut pas que la différence ou les frontières soient un alibi pour ne pas régler des problèmes. Donc, ce qu'il faut en comprendre, c'est que même si dans un contexte occidental, on jumelle plus souvent qu'autrement le développement durable à l'écologie, eh bien, au niveau international, les éco-conseillers doivent souvent travailler avec des contraintes sociales et culturelles. Mais pourquoi ce sujet-là? Eh bien, Gabriel, c'est surtout l'actualité des derniers mois qui a un peu forcé la main aux organisateurs d'adopter une thématique qui n'est pas nécessairement liée directement ou directement, en fait, justement, avec la chaire de recherche de l'Éco-Conseil de l'UQAC. Donc, on n'a qu'à penser aux migrations humaines qui deviennent de plus en plus présentes et la thématique des frontières qui revient souvent dans l'actualité, notamment entre les États-Unis et le Mexique. Donc là-dessus, on écoute l'agente d'admission au Bureau international de l'UQAC, Awaïda Sidira Adira. Là, on avait envie vraiment d'aborder la dimension culturelle que souvent on a moins tendance à associer justement au développement durable, donc la dimension sociale culturelle. On a quand même eu envie de faire un pont également avec les bouleversements climatiques qui sont quand même un enjeu majeur contemporain. Rapidement, à qui ça s'adresse? Eh bien, ça s'adresse à tous. Les organisateurs espèrent recevoir le plus de personnes possible. C'est très facile de s'inscrire via la page Facebook de l'événement et les coûts varient entre 40 $ pour les citoyens et 10 $ pour les étudiants qui choisiraient de ne pas prendre le souper qui précède la conférence. Merci beaucoup, Michaël. Au plaisir, Gabriel.
Dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie, des activités sont organisées par l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie. À ce sujet, la présidente de l'APES et auteure régionale, Marjolaine Bouchard, est venue aborder le sujet de l'évolution de l'importance de la langue française. Elle s'est entretenue avec Flavie Villeneuve un peu plus tôt dans la journée. Bonjour Madame Bouchard. Bonjour. Alors en tant qu'auteur, en quoi la langue du français est-elle belle pour l'écriture? Alors, en ce qui me concerne, je prends toujours soin de bien flatter la langue, dans le bon sens. Par exemple, dans mes romans, j'essaie toujours d'avoir un niveau de langue qui soit accessible à un grand public, mais quand même, je ne diminue pas le niveau de la langue parce que, pour moi, c'est une richesse que j'essaie justement de partager avec les gens, alors avec mes lecteurs, et j'ai toujours ce souci d'avoir une belle langue qui soit juste et noble. On sait que vous vous intéressez à l'écriture depuis votre plus jeune âge, mais qu'est-ce que vous aimez vraiment dans l'écriture? C'est quoi que vous aimez le plus? C'est une exploration des univers, c'est une exploration aussi, je dirais, dans la construction des récits, c'est non seulement de savoir comment échafauder tout ça pour en faire une cathédrale dont on ne verra plus les échafauds, mais c'est aussi travailler la musique des mots, le rythme de la phrase, pour en faire quelque chose. Bon, on me dit souvent, ta plume se lit bien. Alors, c'est pour vivre une expérience de lecture aussi à mes auteurs. Donc, j'ai toujours ce souci-là. Pas depuis que je suis toute petite, là, mais avec l'évolution, puis aussi avec un bac en littérature que j'ai eu la chance de poursuivre il y a plusieurs années à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, ça m'a fait redécouvrir et découvrir toutes sortes de façons de faire pour mieux construire le texte. Et est-ce que vous pourriez dire que vous êtes plus en faveur, par exemple, du joual ou d'un français un peu plus international? Ça dépend. Ça dépend, vraiment. Mais c'est une bonne question. Comme j'écris avec une maison d'édition qui vise un large lectorat, on dit grand public, des romans grand public présentement, si je travaille dans ce domaine-là, j'essaie quand même d'avoir un produit qui soit exportable, même à l'extérieur de la province, et puis pour rejoindre la francophonie. Oui. Mais comme ce sont souvent des romans d'époque qui se passent parfois dans la région, quand on a les dialogues, alors les sections qui sont dialoguées, je n'aurai pas le choix que d'utiliser, par exemple, si c'est un fermier qui parle, il ne parlera pas comme Molière. Alors, il faut vraiment que j'adapte le niveau de langue à son niveau lui-même d'éducation. Alors là, je vais faire peut-être que ce ne sera pas le joual, mais il y aura, les négations seront disparues, il y aura des contractions dans les mots. Alors, j'essaie de respecter un petit peu. Vous adapter à la réalité. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les différentes réformes qu'il y a eu dans l'éducation nuisent à la qualité du français? Bonne question. Je ne peux pas faire l'analyse complète, malheureusement, parce que moi, je suis surtout dans le monde de l'écriture, de la littérature. Je vais dans les écoles, par contre, parce qu'au tout début de ma carrière, j'ai écrit pour la jeunesse. Alors, depuis 20 ans, j'ai visité beaucoup d'écoles. Et puis, il y a quand même de très bons lecteurs dans les classes, mais il y a beaucoup plus de difficultés de lecture. Les professeurs en sont témoins aussi, puis m'en parlent aussi. Donc, des difficultés de concentration, d'attention. Et puis, quand ce sont des textes plus longs, bon, on voit les jeunes qui sont dans des textos, des textes qui sont très, très courts, qui sont dans l'éphémère. Alors, quand ils doivent se pencher sur une lecture qui est de plus longue haleine, il y a plus de difficultés, là. Et pourquoi c'est important pour vous de faire une tournée dans les écoles pour voir les jeunes par rapport à l'écriture ou la lecture? Alors, tout est une question d'éducation. Oui. Il faut aussi les amener à la lecture. Parce que la littérature, c'est vraiment quelque chose qui peut faire de nous de meilleurs individus, de meilleures personnes. C'est apprendre à se connaître à travers l'autre qui est dans le roman, hein, sans avoir de filtre nécessairement. Et puis, j'ai réussi à amener quand même beaucoup de gens à la lecture, puis c'est toujours mon meilleur salaire. Alors, c'est vraiment important pour moi parce que ça fait fonctionner la matière grise de différentes façons. C'est une gymnastique du cerveau aussi qu'il ne faut pas perdre. Et vous, en février, vous avez publié le dernier tome des Portes du Couvent. On peut encore suivre les aventures de Sœur Irène. C'est quoi l'évolution de votre personnage dans ce dernier tome? En fait, il y a deux personnages. Il y a une couventine. C'est ça, 3 tomes qui sont sortis au cours des 2 dernières années. Une couventine qui s'appelle Flora et une novice qui s'appelle Sœur Irène. C'est 2 destins qui vont se croiser, puis il va y avoir aussi beaucoup de friction entre les 2 personnages. L'évolution entre les 2, bon, ça se passe dans une période d'à peu près 8 ans. Et puis, c'est une relation amour-haine.
mais qui est cadré donc, dans un roman d'époque des années 50. Et puis à cette époque-là où les couvents avaient vraiment préséance pour l'éducation auprès des jeunes. Donc on est dans un monde vraiment de rigueur, de prière, de silence. Et donc c'est deux personnages qui vont évoluer, c'est ça, dans une relation amour-haine. Et puis on les voit jusqu'au tome 3 qui vient tout juste de paraître, le 28 février. D'accord. Et votre livre a été classé au 3e rang des romans québécois selon un palmarès qu'a sorti Le Devoir. C'était quoi votre réaction par rapport à ça? C'est une belle concrétisation, je pense, parce que, évidemment, quand on écrit, on veut rejoindre le plus de gens possible. Alors, quand, c'est ça, le livre paraît dans les romans québécois, dans les meilleurs vendeurs, selon le palmarès Gaspard du Devoir, ça fait un beau petit velours. J'étais vraiment contente. Et quels sont les auteurs francophones qui vous inspirent? Les auteurs francophones qui m'inspirent, moi, je lis beaucoup présentement, les auteurs de notre association professionnelle des écrivains de la Sagamie. Alors, là, je ne vais pas en nommer parce que je ne veux pas déplaire à d'autres. Et aussi, j'ai lu beaucoup d'auteurs français parce que quand j'ai suivi mon cours en littérature française, on nous fait lire les grands classiques. Donc, j'ai lu des Baudelaire, j'ai lu Camus, et puis ça, je trouve que c'était vraiment très inspirant. Zola. Alors, je lis beaucoup aussi de romans qui sont des fois moins populaires, là, mais qui m'inspirent énormément par rapport à la psychologie des personnages. D'accord. Écoutez, je vous remercie fortement, Madame Bouchard. L'Association des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean lance Lire autrement, une série d'activités destinées aux adolescents pour promouvoir la littérature sous différentes formes. Les ateliers seront offerts dans les bibliothèques de plusieurs municipalités de la région au cours des prochains mois. Ils ont été conçus et seront animés par des artistes d'ici. Il s'agit d'une initiative du comité Mission Lecture qui regroupe 18 organisations partenaires de tous les milieux. L'artiste peintre saguenéen Louis Tremblay présente sa première exposition depuis un quart de siècle au domaine Luxior sur le boulevard Talbot. Le Chicoutimien, qui travaille dans l'industrie de la construction, se spécialise surtout dans le portrait féminin. Amélie Gagné l'a rencontré. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, Amélie. Vous faites un retour à la peinture après 25 ans. Pour quelle raison exactement? Écoute, moi, je suis diplômé en architecture aussi également, donc j'ai mis le pain et le beurre sur la table. Donc, c'est sûr, certain que j'ai opté pour l'architecture, donc je dessine depuis très longtemps. Et j'avais laissé le côté pictural de côté pour justement parfaire ce domaine-là, qui était le côté technique, en fait. Parce que j'ai deux parallèles au niveau de ma personnalité et au niveau de mon métier. Donc, de revenir à la peinture, c'est l'épanouissement, en fait, c'est la maturité, c'est la sagesse, je te dirais, là. Puis, par accident, un petit peu aussi, que des clients m'ont demandé de faire une toile parce qu'ils avaient vu mes croquis sur la table au travail. Donc, ils m'ont demandé tout simplement de faire une toile. J'ai risqué, puis la piqûre est revenue. Et là, je suis reparti, en fait, pour une longue lignée là, au niveau des côtés picturales. Ouais. Puis, qui peinturez-vous exactement? En fait, je priorise le visage de femme. Pas parce que j'ai une obsession au niveau du visage de femme, mais le visage de femme est très hypnotique, en fait. Et c'est sûr que quelques visages d'hommes, de temps en temps, je te dirais. Mais le visage de femme vient plus me chercher. Donc, d'actrices, de gens connus, pas connus, que je rencontre sur la rue, que leur visage me captive. En fait, c'est le visage et surtout les yeux avec la bouche, donc avec un côté hypnotique, donc du visage. Automatiquement, je prends la photo et après ça, je peins. Puis, c'est quoi exactement qui vous inspire? Je te dirais, c'est le visage différent d'un visage commun. C'est sûr que l'arcade sourcilière, les yeux très ronds, les yeux qui sont très profonds, la bouche pulpeuse, tantôt d'autres au niveau camaheux, vraiment avec la longue lèvre, donc, puis le visage très long, allongé. C'est le genre de connotation qui m'inspire, je te dirais. Seriez-vous capable de peinturer autre chose que des visages, comme, admettons, des paysages? Oui. Bien, en fait, mes premières armes au niveau de la peinture étant le paysage. Donc, j'ai une notion qui est très facile de mon côté, là, au niveau point de fuite et au niveau de l'horizon. Donc, c'est sûr, certain qu'il y a eu le paysage, il y a eu l'abstrait aussi, il y a eu des animaux et pourquoi pas le visage. Ouais. Vous peinturez sur des grandes toiles. Pour quelle raison? En fait, les grandes toiles viennent me chercher tout le côté environnement de ma zone de confort.
J'aurais du mal à faire des petits tableaux d'à peu près 1 pied par 1 pied où je dessinerai un visage où ce que je veux vraiment voir le côté hypnotique. Ma quête culturelle étant les côtés regard vraiment très, très profond. Il faut absolument que je le développe sur un minimum de 40 pouces par 40 pouces. Et je vais jusqu'à peut-être 5 pieds par 5 pieds. Oui. Puis vous utilisez des couleurs hors du commun. Pour quelle raison? En fait, j'ai 2 styles à ma personnalité. J'ai le côté Kamaheu, qu'on appelle vraiment ton sur ton, où ce qu'on voit vraiment des gris violacés. Et ensuite, j'y vais avec au couteau, au niveau de la couleur superposée. Je pense que ça va avec ma personnalité, je te dirais, Amélie. J'ai ces 2 personnalités, le côté là, très coloré, tantôt très Kamaheu, très uniforme. Comment décriveriez-vous votre style exactement? En fait, moi, je suis de style pop art, je te dirais. Si tu connais la peinture un peu, Amélie, puis je te nomme Corneau, pour toi, c'est sûr, certain, ça va te dire quelque chose. Si je te dis, bon, mais Léonard de Vinci, c'est de côté impressionniste. Mais lui aimait peindre le visage aussi. On parle de Joconde, en fait, qui était très populaire. Donc, je me situe entre les deux, mais j'aimerais très bien retrouver mon style sur un pont, sur une architecture, qu'on retrouve soit à New York, sur un banc de New York, donc sur un chandail, sur un jeans. Donc, je suis de style vraiment pop art, là, style Andy Warhol. Je t'en nomme un autre, c'est vraiment une référence là, biblique là, au niveau pictural. Je me situe à peu près dans ce style-là. Si tu peux situer vraiment un style, c'est plus contemporain, en fait, style pop art. Puis, vous évaluez vos peintures à peu près à combien? Écoute, le chiffre est très difficile à mettre sur une toile. Hein. C'est toujours un cas unique. Par contre, entre 50 sous et 1 $ le pouce carré, c'est à peu près dans ce que je me situe comme barème d'évaluation de la peinture. Et tout simplement, si les peintures vont voyager outre-mer, à ce moment-là, la cote monte. Donc, plus on achète des peintures de mon style, plus la cote va monter. Ouais. Puis, vous m'avez parlé de Corneau, c'est un artiste qui vous inspire? Écoute, je n'ai jamais rencontré Corneau, j'aurais aimé la rencontrer. Elle est partie pour la vie, j'en suis très triste. De marcher dans ses traces, de quelque façon que ce soit, oui, je suis très honoré. Et ça m'aide à faire ma quête culturelle, en fait, ma démarche culturelle, si on pourrait appeler. Puis vous faites une exposition. De quelle date à quelle date va-t-elle se dérouler? En fait, le jeu qui est arrivé dans ma situation, c'était au niveau de l'exposition dans une maison modèle. On a créé une maison modèle que j'ai moi-même dessinée dans un développement domiciliaire. Et par la suite, j'ai demandé à mon patron pourquoi pas exposer mes toiles. Donc, on a créé le vernissage dans la maison modèle. Ça va se dérouler jusqu'au 15 avril inclusivement. L'exposition va durer à peu près 3 à 4 semaines. OK. Puis, où est-ce qu'elle va se dérouler? À Chicoutimi, exactement, au domaine Le Luxuaire, sur le boulevard Talbot, pas loin du domaine Le Golf de Chicoutimi. Oui, du même côté. Merci beaucoup. Je m'entretenais avec Louis Tremblay, pardon. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir, Amélie. Merci. Bonne journée. Alors, Camille Boutin, le printemps est arrivé, mais le froid persiste. Exactement, Gabrielle. Le froid persistera ce soir et cette nuit pour le Saguenay avec une température de moins 13 degrés. Du côté du lac Saint-Jean, c'est exactement le même scénario. Pour demain, tant au Saguenay qu'au lac Saint-Jean, le soleil sera de retour avec une température ressentie de moins 12 degrés et des passages nuageux. En après-midi, un redout se fera sentir avec une température approchant la barre de la congélation. Alors, ne lâchons pas, le printemps est à nos portes et très bientôt, des températures plus confortables se feront ressentir. Merci Camille. Quant à vous, mesdames, messieurs, au revoir.